We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure. We're not afraid of boots on the ground if we have to have. We had boots on the ground last night at a very high level, actually. We're not afraid of it. How long do you expect the U.S. to run Venezuela, and how soon do you want the Venezuelan people to hold elections? So I'd like to do it quickly, but it takes a period of time. You know, we're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. President, thank you. Are you saying that Secretary Hegseth and Rubio are going to be running Venezuela, and will you be sending in U.S. military troops to provide? They're going to be a team that's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn in as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. We're going to have this done right. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else, leave and say, you know, let it go to hell. How long do you expect the U.S. to run Venezuela, and how soon do you want the Venezuelan people to hold elections? So I'd like to do it quickly, but it takes a period of time. You know, we're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. The infrastructure is rotted. It's actually very dangerous. It's blow-up territory. Oil is very dangerous. It's a very dangerous thing to take out of the ground. Can kill a lot of people. It has killed a lot of people doing just that. The infrastructure is old. It's rotted. Much of it is stuff that we put there 25 years ago, and we're going to be replacing it. And we're going to take a lot of money out so that we can take care of the country. Yeah. Bien. Vous écoutez ce que nous dit le président Donald Trump. Il est fier de son opération. Qui va aller porter plainte au président Donald Trump? Qui va s'attaquer à lui? Qui va dire quoi? Nous pouvons chansonner, vous pouvez raconter vos vies, nous pouvons raconter nos vies, je peux raconter la mienne ici, mais ce qui a été fait, une humiliation totale. Alors tu transposes ça au Cameroun. Regardez la sécurité de chez nous. Qui sont les plus gros agresseurs dans notre pays? Ce sont des militaires. Qui sont les plus grands homosexuels au Cameroun? Ce sont des militaires, des policiers et des gendarmes. Qui sont les plus grands braqueurs? Ce sont des militaires, des policiers et des gendarmes. Qui vendent des armes pour tuer les leurs? Ce sont des militaires, des policiers et des gendarmes. Vous les connaissez. Alors, quelle difficulté aura un étranger à faire renverser un pouvoir quand vous êtes vous-même déjà corrompu? Qui est patriote là-bas dedans? Dites-moi. Quand Martinez Zogo est à la morgue là, est-ce que vous avez compris la nappe de trahison qui est en bas? On vous fait comprendre que le patron du renseignement, Maxime Ekweko, en complicité avec un autre, Justin Danwi, donnait des informations de l'État à un individu dont on lui avait dit que quand le Cameroun va changer, il sera DGSM, délégué général de la Sécurité nationale, à la personne d'Amogo Belinga. Je ne sais pas si vous comprenez la trahison élevée de cette affaire. C'est-à-dire, les gars qui sont capables de parler à Maduro en son oreille, les gars qui sont capables de parler à Paul Biya, là, venez lui parler. Il s'appelle Maxime Ekweko. Ce gars-là ne donne pas les renseignements à Maduro. Celui du Cameroun ne donne pas les renseignements à Paul Biya. Donc Maxime Ekweko, il donne plutôt les informations à Amogo Belinga au quartier. Et Amogo Belinga prend ces informations, il va les vendre en extrapolant en Guinée équatoriale, sur Biangema. Là-bas, le partage se passe mal. Il vient insulter sur le plateau télé Mbargangele. Je vous dessine donc ça comme ça vite fait pour vous dire, quand vous voyez ça,
Où est le renseignement? Où est la sécurité? Où est le patriotisme? Quand les patrons du renseignement sont impliqués dans un chaos pareil. Je vais encore aller un peu plus loin. Je vous ai parlé des destins croisés de Brenda, de Bruno Bidjan, d'Ernest Obama, de Raoul Christophe Mbia, d'Amoukou Belinga. Tous ces enfants-là, y compris de Martinez Sezogo. Mais je vous ramène cette affaire des destins croisés à un autre petit qu'on appelle Parfait Mbapou. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de patriotisme. Dans cette affaire, c'est le même scénario. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce qu'on a détruit Brenda Bia, vous n'allez pas comprendre pourquoi on a détruit Parfait Mbapou. Ces enfants-là ont le même destin croisé. Après avoir été utiles, on les tue très rapidement. On a donc demandé à Paul Biya, donne-nous quelque chose qui t'est cher. C'est écrit. Sacrifiez le plus aimé de votre fratrie. Je fais le rond pour que tu comprennes d'où vient le manque de patriotisme, l'appât, l'argent, le matériel, la voiture, la maison, le sexe, le satanisme, l'homosexualité et les sectes. Alors quand vous regardez Brenda, vous regardez Mbapou, vous regardez toutes celles de ceux que je viens de citer, c'est le même train. Le directeur du cabinet civil, adjoint, Oswald Babouki, le directeur du cabinet civil principal, Mvondo Yolo, le secrétariat d'État avec Ferdinand Gongo, même pipe, même sauce, même tabac, le chef d'état-major des forces armées, René Claude Meka, le chef d'état-major particulier, Amoukobote, le conseiller spécial, Joseph Fouda, sont tous dans la même sauce, dans le même sac, même système, chacun joue sa petite musique pour détruire le pays. Alors quand vous voyez donc, dans cette affaire de Martinez Sezogo, on connaît les tueurs, des enfants de la République qui tuent les leurs. Ils tuent d'abord les leurs. Comment pensez-vous qu'il y aura beaucoup de difficultés face à un étranger qui veut enlever Paul Biya? Vous trouvez donc que Joseph Fouda, qui parle à l'oreille de Paul Biya, vous fera comprendre que Parfait Mbapou utilise son nom au quartier et lui n'est pas au courant depuis plus de 10 ans pour arnaquer les gens. Ils sont là à plusieurs milliards de prélevés. Et Parfait Mbapou est l'ami personnel du patron de la sécurité militaire, Joël Mbanku Emile. Parfait Mbapou est l'ami personnel du colonel Haïssi. Parfait Mbapou est l'ami personnel de Bialo, qui est au CED. Parfait Mbapou travaille avec tout ce monde-là, y compris Jean-Sylvain Vendon. Donc j'ai des vidéos où Jean-Sylvain Vendon allait chez lui, à la maison. Pourquoi je vous fais le parallèle avec ce qui se passe au Venezuela? Je fais le parallèle parce que on vous parle là de trahison et de manque de patriotisme. Parce que les gens ont passé le temps à jouer au petit caïd, au quartier, et ne pas penser la République. Vous voyez donc Amoukou Belinga, vous voyez Bruno Bidjan, vous voyez Ernest Obama, vous voyez Raoul Mbia, vous voyez Brenda, vous voyez Parfait Mbapou. Tous ces petits-là, tous ces enfants-là, on a passé le temps à détruire les enfants au lieu de penser la République. Et ça a passé dans le temps à nous distraire. On nous parle encore, je disais encore là, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a encore notre confrontation au tribunal militaire. Le 10, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous sommes dans un pays où on vous fait comprendre que le conseiller spécial de Paul Biya est impliqué dans des histoires au quartier, jusqu'en Guinée-Conakry, avec Koro-Tchang. Je ne sais pas si vous comprenez, hein, jusqu'en Guinée-Conakry, tenter d'aller escroquer le président de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya. Et des choses comme ça passent inaperçues. Le monsieur est toujours là. Mieux, il porte encore le galon vice-amiral. Alors,
Qu'attendez-vous que le peuple fasse demain? Lui porte vice-amiral, n'est-ce pas? Il est impliqué dans une affaire avec Haïti, le colonel Haïti, Nanga. Ils sont impliqués. Mais le patron de cette arnaque, qui s'appelle Joseph Fouda, lui porte vice-amiral. Et dans la même ligne, on va empêcher le jeune colonel de porter son galon, de porter son échelon. Je vous rappelle que ce sont des jeunes. Edès Obama, Bruno Bidjan, Raoul Christophe Bian, Amgo Belinga, Brenda Biya. Et là, il y a un autre procureur impliqué dans cette affaire. Le procureur Mbarga. Il est à Ezeka. Donc vous croyez que tous ces enfants-là sont fous, ils sont bêtes? Ce sont des enfants qui sont utilisés. Ce sont des enfants dont on a corrompu le moral avec des espoirs et des promesses. On fera de toi procureur général, on fera de toi un homme d'affaires, on fera de toi ceci, on fera de toi le meilleur agent, il faut communiquer pour l'État, pour le budget. Et on va éliminer ton patron, c'est toi qui vas prendre la position, parce que ton patron lui-même, il a remplacé qui? Il a remplacé Bekol Ombang, qui était l'homme qui portait des milliards avec Martin Belingue Boutou. Bekol Ombang aujourd'hui est en fuite. On a prié Amgo Belinga, on a fait de lui ce que vous connaissez. Aujourd'hui, dans leur règlement de compte, on veut l'éliminer. Il est jeté en prison. On prend un autre petit qui est avec lui, on dit voilà, il faut t'élever. Alors, je vous fais ce petit tableau pour vous comprendre, pour vous faire comprendre la gravité de la situation dans notre pays et le manque de patriotisme, le professionnalisme qui est totalement absent dans notre pays, au point où les gens sont dans des bassesses. Et on a l'impression que les événements qui se passent ailleurs, ça se passe ailleurs alors que ça se fabrique chez nous à la maison. Oui, monsieur. Et toi, tu me demandes de m'asseoir ici et de condamner Donald Trump. Alors que Donald Trump me nourrit avec ce qu'il va prendre au Congo, ce qu'il prend au Cameroun, ce qu'il va prendre au Venezuela. Moi, je vais vous dire que non, Donald Trump est mauvais. Non, Donald Trump a mal fait. Jamais. Parce que j'ai proposé que nous avons des Camerounaises et des Camerounais aux États-Unis qui sont capables de penser le Cameroun. Ils sont en Angleterre. Ils sont en Espagne, ils sont en France, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont en Russie. Est-ce que vous savez que les Camerounaises et les Camerounais aujourd'hui vont mourir en Russie pour défendre la Russie? Mais ils ne peuvent pas mourir au Cameroun parce qu'ils défendent le Cameroun. Si vous voulez mourir parce qu'ils défendent le Cameroun, il n'y aura plus de guerre dans le Nozo. Mais les Camerounais vont aujourd'hui chercher à manger. Ils portent la tenue pour aller lutter en Ukraine. Ils portent la tenue pour aller lutter en Russie. Mais ils ne sont pas capables de sécuriser leur propre pays. Le ministre de la Défense connaît ça. Le patron de la gendarmerie le sait. Mais que font-ils? Est-ce qu'ils ont des moyens? Que disent ceux qui sont autour du président de la République? Vous écrivez en privé, ils vous regardent. Vous écrivez en public, est-ce qu'ils vous écoutent? Et les premières personnes qui vont venir pleurer demain, ce sont celles-là qui sont appelées à prendre des décisions. Qu'est-ce que le comportement de Trump vous inspire aujourd'hui? Enseigner le patriotisme aux enfants. Mourir pour son pays. La loyauté, le dévouement, la fidélité à la nation, aux institutions, à son pays. Il faut l'apprendre aux enfants. Aujourd'hui, qui est capable de mourir pour le Cameroun, mettre une balle, il dit que tuez-moi parce que vous voulez attaquer le président. Il n'y a personne. Ça s'est démontré au Venezuela. Ça se démontre au Cameroun tous les jours. Regardez juste ce que la femme de Paul Biya est en train de faire. Regardez ce qui se passe. L'homme Paul Biya vit, il y a de cela 10 ans, 15 ans, je vous ai filmé, l'homme Paul Biya vit dans la poubelle. La trahison, le manque de patriotisme, le manque de loyauté et de fidélité aux institutions. Comment vous pouvez laisser Paul Biya va quitter le bureau, il vient nettoyer chez lui, Paul Biya va quitter le bureau pour venir balayer dehors. Ouais, celui-là qui est le patron de la garde présidentielle. En dehors d'être celui qui protège, il a le droit de regard. Comment les militaires peuvent vivre dans la poubelle? Il est plus facile de sanctionner celui qui a donné les informations ou celui qui a publié que de se poser la question, quelle est ma part de responsabilité? Qu'ai-je fait pour que cela n'arrive pas? Le premier travail du militaire, c'est la propriété de son environnement.
La première mission des militaires, on te dit si tu es en position quelque part, quand tu quittes, même là où tu as fait les selles, il ne faut pas qu'on récupère ça. Si tu as mangé, il ne faut pas qu'on trouve la boîte de sardines. Il faut même effacer toutes les traces qu'il y avait quelqu'un là. Vous êtes en poste quelque part. Donc la propriété. La propriété. Et notre patron, le patron des militaires vit autour de la saleté. Et même dans son bureau, pareil. Et vous croyez que ça, ce sont des personnes? Donald Trump sait très bien que nous avons affaire à des bandits de la République, des corrompus. Il suffit de donner quelques miettes à certains, comme le faisait l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, je ne sais pas comment on l'appelle encore, j'ai perdu son nom, ça me reviendra. Plusieurs personnes ont fait signer des contrats à des sociétés françaises en échange pour avoir une carte de résidence. Une carte de résidence en France. Plusieurs personnalités que vous voyez là. Plusieurs personnes ont vendu les sociétés d'État. Le patriotisme, ils ont vendu les sociétés d'État. Ils ont fui le Cameroun. Allez chercher ça quand Chip. Allez revoir Kameko. À l'époque, c'était Kamer. Donald Trump sait ça. Il sait que ces peuples-là, ces gens corrompus, ils ne sont pas capables de défendre leur pays. Ils ont tout vendu. Où est le patriotisme? Où est la loyauté? Où est la fidélité? Nous parlons donc des militaires. Venons-en. Cadre général. L'armée camerounaise en Afrique, je vais donc aller un peu plus loin, le Cameroun est le pays qui forme plus ses enfants à l'étranger. Les sous-officiers comme les officiers. Moi-même, j'ai été formé à l'étranger. J'ai fait Saint-Médecin, j'ai fait l'OAI, j'ai fait l'école d'application d'infanterie à Montpellier, j'ai fait l'école de commando, j'ai fait. Moi, voici ici aux États-Unis. À quoi est-ce que ça sert au Cameroun? Moi, voici ici là. J'ai braqué une banque quelque part? Non. J'ai volé quelque part? Non. Je suis parti parce que je n'ai jamais été écouté. Pour que ce qui arrive là n'arrive pas. Nous ne pouvons pas passer notre temps à aller à l'église, à la mosquée, dans les synagogues, dans des temples, pour aller prier Dieu, alors que Dieu nous a tout donné. Le peuple camerounais est très doué. Mais combien de Camerounais travaillent dans des postes où ils méritent de travailler? Combien de Camerounais sont-ils à des postes où ils méritent de travailler? Mais nous sommes formés comme ça partout. Des États-Unis, en France, en Israël, au Japon, en Allemagne, en Chine, en Russie. Partout où les Camerounais sont formés. Mais les Camerounais ne gèrent pas leur pays en termes de sécurité. Nous allons encore chercher. Ceux-là chez qui nous avons été formés, on les amène, comme le Libanais que vous connaissez là. On dit non, viens sécuriser le pays. Quand tu parles du billet, on dit que non. Le billet, non, c'était le Libanais qui est là-bas. Oh, c'est le Libanais qui est là-bas. C'est lui le patron, il commande les généraux. Un Libanais, là-bas. Et quand il est là-bas, il vient faire ses affaires, il a des restaurants, il a des voitures, il a des avions, il a tout, il vit. Donald Trump sait ça. Donald Trump sait que le ministre de la Défense ne gère rien. Parce qu'il n'est pas ministre de la Défense. Parce que tout se passe au palais. Donald Trump le sait. Emmanuel Macron le sait aussi. Tous les autres le savent. Ils savent que notre République est la plus corrompue de toute la sous-région. Alors, comme 1884, 1885 ne peut plus se mettre en place dans le contexte de l'époque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc mettre en place des gens qui sont capables de représenter les intérêts de chaque pays occidental. Ce qu'on a appelé des néocolons. On les a trouvés au Gabon, la famille Bongo, le père Bongo, le fils Bongo. À un certain moment, on chasse les deux, on remet un autre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les peuples ont commencé à se dire, mais attention, nous sommes ici aux États-Unis. Le président camerounais vit ici, aux États-Unis, en Suisse et en France. Donc ça veut dire que c'est mieux là-bas. Allons donc aussi en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Europe. Donc, d'autres iront par avion, par les airs, par train, à pied, par les eaux, pour y arriver. D'où la question au président Trump. Monsieur le Président, dans ce pays, vous vous battez contre les conséquences de l'immigration sauvage, clandestine.
Mais dans ce pays, Monsieur le Président, les dirigeants entretiennent les causes de l'immigration en Afrique, au Cameroun, dans mon pays. Quelles sont ces causes-là? Les présidents qui ne bougent pas, n'est-ce pas? Les mêmes présidents qui refusent de construire, qui refusent de développer. Mais il y a une contradiction. Vous ne pouvez pas vouloir de ces gens-là la construction, le développement des infrastructures, alors que tout ce qui est destiné à développer, ils vous le donnent. En France, notamment. Ils vous donnent ça. On endette nos pays. La plupart des sommes dont vous entendez Léopold Moutazi aller endetter le Cameroun n'arrivent pas au Cameroun. Ça reste en France. Les Camerounais continuent l'esclavage de l'époque. Mais nous portons les costumes et les cravates. On s'assoit ici, on parle. On dit nous sommes riches. On endette le pays. Et nous allons insulter Donald Trump. Je ne peux pas insulter Trump. Je ne peux même pas critiquer. C'est être égoïste. Donald Trump a très bien fait parce que c'est une leçon pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce la première fois? Non, l'Irak nous parle. Est-ce la deuxième fois? Non, la Côte d'Ivoire nous parle. Est-ce la troisième fois? Non, le Soudan nous parle. Kadhafi nous parle. Le Venezuela nous parle. L'Ukraine nous parle. Tous ces gens-là, ils se comprennent, ils s'entendent. Mais vous faites quoi? Alors, toute personne qui décide de penser autrement, venant de l'AOS, devient l'ennemi des gens qui étaient dans la même situation. Est-ce que vous avez déjà entendu Paul Biya parler d'Ibrahim Traoré? Vous avez déjà entendu Paul Biya aller en visite là-bas? Envoyer quelqu'un en visite au Mali, au Burkina, au Niger? Non. Parce que Paul Biya considère que ces gens-là sont l'ennemi de ses patrons, la France. Paul Biya, dans sa tête, c'est ça. Paul Biya était un ouvrier français. Donc dans sa tête, il travaille pour la France. Donc il considère Assimi Goïta. Il considère Ibrahim Traoré. Il considère le président Djani. Tous ces gens-là comme étant ses ennemis à lui, parce que lui, il est au service de la France et ses enfants-là ont décidé de rompre avec la France. Vous verrez donc que tous les présidents, autres qui étaient dans la même situation d'esclaves de maison, seront contre Ibrahim Traoré, contre l'AES. Mais que font ces trois enfants de l'AES? Ils demandent tout simplement de développer leur pays avec les pieds de leur pays. On ne peut pas être pauvre tout en étant riche. Nous sommes très riches en Afrique. C'est pour ça que les autres viennent. Alors, je ne peux pas m'asseoir ici et me mettre à insulter Donald Trump, de dire que non, il a mal fait, il a fait ceci, il a fait cela. Dans mon propre pays, le Cameroun, qu'est-ce que Paul Biya a fait de moi? Je vais vous montrer un jour les tonnes et des tonnes de lettres que j'envoie à chaque personnalité au Cameroun. Que ce soit les gens de la sécurité, que ce soit les gens de la défense, des militaires comme des civils, j'écris. Je leur fais des propositions. Je leur donne des listes des noms des enfants qui sont aux États-Unis, qui sont capables de reformer le Cameroun. Je leur fais des propositions. Mais vous allez vous rendre compte que la même proposition que je vais faire ici, et ce que je suis capable de faire, Mvonda Yolo, Oswald Baboke, Joseph Fouda, Amugobote, René Claude Meka ne vont jamais accepter de travailler avec moi par patriotisme, mais vont aller travailler avec un Libanais parce que là-bas ils vont recevoir des rétrocommissions. Ils auront des rétrocommissions contre leur propre pays. Mais ils n'accepteront jamais que cet argent-là serve les Camerounaises et les Camerounais. Jamais. Ils n'accepteront pas qu'un Camerounais vienne donner son expertise. Où est le patriotisme? Est-ce que vous pensez qu'un Libanais, un Chinois, un Russe pourrait défendre mon pays plus que moi-même? Jamais. Alors ils savent ça. Alors je t'invite à écouter ce que dit ce Français. Écoute attentivement et je vais te dire pourquoi est-ce qu'il parle comme ça. Écoute et regarde. Donald Trump vient de mettre la main sur la plus grosse station d'essence du monde. Il faut d'abord et avant tout dire à quel point personne ne regrettera Nicolás Maduro. Vous ne le regretterez pas? Certainement pas. Nicolás Maduro est à la tête d'un régime qu'il a mis en faillite. Un pays richissime, un pays pétrolier, un pays qu'il a mis en ruine, un pays qui connaît depuis des années une catastrophe humanitaire absolument sans précédent pour cette région. Donc vous saluez son départ ou vous condamnez cette opération? Laissez-moi terminer. Avec 8 millions d'exilés qui sont en Amérique latine et en Europe et aux États-Unis.
et bien sûr, une complicité avec un certain nombre de trafics et donc complicité mafieuse. Est-ce que cela justifie une opération comme celle-ci? Clairement, non. La souveraineté d'un État ne peut pas être mise en cause unilatéralement. Il y a un processus pour ça. Est-ce que les Nations Unies ont donné leur accord? Est-ce qu'il y a le consentement de l'État? Non. Y compris pour un président qui a volé les élections en 2024. Ça a été dénoncé par toute la communauté internationale. Vous avez raison. Mais est-ce que le premier réflexe de Donald Trump, c'est d'inviter le président élu à l'époque, M. Urrutia, à prendre le pouvoir à Caracas? Non. Et est-ce que le narcotrafic est véritablement la vraie raison? Ne l'oublions pas. Donald Trump a pris une mesure très importante il y a quelques jours. Il a gracié l'ancien président du Honduras, accusé pour plusieurs dizaines d'années de prison de narcotrafic. Le président Hernandez. Donc, manifestement, il y a d'autres arguments. Alors, justement, là où il faut prendre la mesure de ce qui se passe, mépris du droit international, atteinte à la souveraineté du Venezuela, convoitise, je parlais d'illimitisme, bien sûr. Nous sommes dans un monde de rareté, et la quête par les nouveaux empires de ressources, de territoires, constitue un objectif majeur. Le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole. Amandine, Donald Trump vient de mettre la main sur la plus grosse station d'essence du monde. Bien. Vous connaissez le nom de ce monsieur? Très instruit et cultivé. Il s'appelle Dominique de Villepin. À une certaine époque de l'histoire de France, ce monsieur a été premier ministre. Ce monsieur qui parle là, il est convaincant, n'est-ce pas? D'après toi, il est convaincant. Bien, alors ce monsieur était un malhonnête intellectuel de la pire espèce, première catégorie. Parce que c'est ce monsieur-là, à l'époque de Chirac, qui a fait tuer 9 Français en Côte d'Ivoire pour impliquer cet assassinat-là au président Gbagbo. C'était la même chose. C'était exactement pour la même chose. Tout le désordre qui se passe en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui, ce monsieur que vous venez d'entendre là, Dominique de Villepin, il en est l'un des responsables à l'époque de Chirac. Alors ça les arrange quand ils sont aux affaires. Ils trouveront des prétextes. Allez chercher. Il y a une vidéo qui explique tout ça dans une émission de... On ne peut pas plaire à tout le monde, ou bien tout le monde en parle. Française. Un Français a opposé cela à ce monsieur-là. Quand vous êtes ici aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous parler des 9 Français qui ont été tués en Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas pris les pilotes français pour faire cette émission, pour cette opération. Ils ont pris les pilotes de l'Europe de l'Est. Ils sont allés bombarder un camp où étaient des militaires français. 9 sont morts. On voulait accuser le président Gbagbo. Heureusement, tout était très bien classé pour démontrer que c'était pas le président Gbagbo. Le monsieur qui parlait là. Alors quand ils sont au pouvoir, ils se permettent tout. Ils sont capables de tout dire. Mais quand ils ne sont plus au pouvoir, ils trouvent que ce que Donald Trump fait est mauvais. Alors qu'ils sont des maîtres de ce comportement. Sarkozy, Kadhafi. Sarkozy, la Côte d'Ivoire. On peut vous en citer comme ça jusqu'à... Et ça prend plusieurs formes. Hein? Ça peut prendre la forme du président Donald Trump au Venezuela. Comme ça peut prendre la forme du Tchad avec Idriss Déby. Ce sont toujours les mêmes opérations. On te tue, on t'abat. C'est comme ça peut prendre la forme de Bokassa. On t'humilie, on te bloque de rentrer chez toi. Ça prend toutes les formes que vous pouvez imaginer. Vous avez vu ça tout récemment. Est-ce qu'il faut vous expliquer comment est-ce qu'il faut vous expliquer cela? Mais ce n'est pas comment est-ce qu'il faut vous expliquer cela. Il suffit tout simplement de vous poser la question: quelle leçon tirons-nous de ce qui se passe et depuis que ça se passe? Quelle leçon avons-nous tiré de cela? Personne n'apprend rien. Ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre que ça s'est répété quelque part dans un autre pays. Parce que ces gens-là refusent d'apprendre, refusent de comprendre. Et les Occidentaux, qui savent très bien, chaque citoyen africain qui est facilement manipulable. La France ne peut pas m'appeler pour me parler des choses comme ça. Ils ne peuvent même pas essayer de me dire de partisans avec eux. Jamais de la vie. Parce qu'ils se diront que non, ce garçon-là, il nous avait prévenu depuis très longtemps. J'ai rencontré Hollande ici aux Nations Unies. Je vous ai fait
le rapport dans une de mes vidéos, c'était dans notre chaîne qui a 5000 vidéos. J'ai rencontré Hollande, je lui ai donné la lettre. Il m'a répondu, j'ai les correspondances ici. Il a pris la lettre, il l'a mis dans sa poche, il a dit je prends. Sarkozy, pareil. Mais quand ces gens-là, vous commencez à les raisonner, vous commencez à tout réfléchir, ils savent automatiquement que vous êtes trop intelligent. Ils ne peuvent pas vous prendre, ils ne peuvent pas collaborer avec vous. Non! Ils vont passer le temps à faire de la diversion. Ils vont aller chercher des gens comme les billards. Ils recherchent des gens qui sont matériellement achetables. On va chercher Oswald Babou qui on sait qu'il est fluent de l'argent. On va chercher Vondayolo, on dit que non, bon, celui-là il aime les femmes métisses, il aime les voitures, il aime le pouvoir. On peut facilement lui faire comprendre que vous pouvez continuer à rester là tout en vendant votre pays. Oui, on les prend rapidement. Personne ne peut me demander ça parce que l'argent ne me contrôle pas. L'argent ne me contrôle pas. Je suis un homme loyal, un homme fidèle. Un homme imparfait, mais loyal et fidèle. Donc je ne peux jamais manquer de reconnaissance à un pays comme l'Amérique, à un pays comme la France. Je vous avais dit d'ailleurs écrit dans un texte une fois, si tu n'aimes pas la France, sors de la France. Je ne peux pas m'asseoir en France, bénéficier de la France, bénéficier des avantages que la France me donne, de m'avoir accueilli ce que mon propre pays ne me donne pas, et j'insulte la France. Je ne ferai jamais ça. Je peux être en désaccord avec les gouvernants français, avec les dirigeants français, mais je vais toujours rester là, sur la limite de mes droits. Parce que ce que la France me donne, mon propre pays n'a pas pu me donner ça. Jamais. Est-ce que j'ai volé dans mon pays? Non. Mais parce que j'ai dénoncé ce qui se passe au Venezuela. J'ai dénoncé ça dans mon pays, avant de partir de là. Pourquoi me demandez-vous d'aller tuer des personnes parce qu'ils ne sont pas de la même région que moi? Pourquoi vous me demandez d'aller tuer des personnes parce qu'ils revendiquent de quoi manger? Depuis qu'on tue les gens au Cameroun, est-ce que ça a développé le Cameroun en tuant les autres? Est-ce que ça a donné l'eau potable au Cameroun? On est dans la diversion. On est dans tout ce qui peut distraire les Camerounais. Aujourd'hui, observez la mode bientôt là partout, ce sera les chapeaux rouges. Parce que c'est ce que l'ordre souverain de la malchance vous a imposé. La première dame, caleçon rouge, soutien rouge, robe rouge. Alors, toutes les personnes qui y sont, regardez, s'ils n'ont pas les chaussettes rouges, ils auront une écharpe rouge ou la cravate rouge. Pour honorer l'ordre souverain de la malchance. Est-ce que ça nous a apporté quelque chose depuis que ces ordres du désordre et de la malchance règnent dans notre pays? Non. Jamais. Alors, comment pensez-vous que celui qui a bien étudié le Cameroun aura du mal à trouver les vendus pour vendre le Cameroun? Ils ont vendu toutes les sociétés camerounaises. Où est le patriotisme? Ils ont vendu l'armée camerounaise. Où est le patriotisme? Est-ce que vous savez qu'un jour, le président Paul Biya, pour combattre le terrorisme qu'ils ont eux-mêmes organisé, il était obligé de payer les militaires du Tchad pour venir nous aider. Une fois le président camerounais a payé tous les salaires des fonctionnaires tchadiens parce qu'ils sont venus nous aider. Voilà à quoi on a servi. Voilà à quoi sert notre armée. La sous-estimer, la mépriser, la réduire en néant, sans matériel. Donc, quand quelque chose va arriver au Cameroun, on sera obligé d'aller chercher les étrangers. Mais que font les militaires qui sont là? Ils sont appelés à tuer leurs compatriotes. Ils ne peuvent pas s'attaquer aux ennemis. Le Nozo nous parle. Boko Haram nous parle. Voilà à quoi nous servons dans cette république. Donc, ce qui est arrivé au Venezuela, c'est exactement la même chose au Cameroun. Les généraux sont à des postes qu'ils ne méritent pas. Les militaires occupent des fonctions qu'ils ne méritent pas, d'autres auxquelles ils n'ont pas été formés. Alors, même si on vous donne le matériel aujourd'hui, au Venezuela, on vous fait comprendre que tout le matériel technologique de sécurité appelé à annoncer ou à se défendre a été désactivé. Pour protéger Maduro, le matériel a été désactivé. Donc les gens qui étaient là, ils ont reçu de l'argent ou ils n'ont pas reçu de l'argent, mais ils n'ont pas fait leur travail. Mais l'Amérique a été plus avancée. Parce que ce sont des méthodes pour dominer l'ennemi.
Il faut utiliser tous les moyens. On peut utiliser une femme. On peut utiliser l'argent. On peut utiliser la ruse. On peut utiliser les armes les plus avancées. On peut utiliser la cybercriminalité. On peut utiliser tout pour pouvoir atteindre l'ennemi. Donc là, si vous n'avez pas combattu, on a utilisé les traîtres, la corruption ou toute autre chose. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Exactement pareil. Est-ce que vous pensez que la même chose peut se passer avec Xi Jinping? Est-ce que vous pensez que la même chose peut se passer avec le président de la Corée? Ce garçon-là, il n'a aucune équipe de football reconnue. Il n'a pas de président de l'Africa Foot qui règne partout. Ils sont au tribunal, ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont partout, ils ont un mot dit à tous les niveaux. Il ne connaît pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de développer la sécurité pour son pays. Au point où c'est le président Trump qui va se rendre là-bas chez lui pour le voir. Personne ne peut s'attaquer n'importe comment à ce président-là. Jamais. Personne ne peut s'attaquer au président de la Corée. Comment on peut s'attaquer, comme ça s'est passé avec le Venezuela, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, comme ça se passe au Cameroun, en Guinée, ou un peu partout. Non. Parce que le gars a compris. Mais que font les dirigeants camerounais? La plupart des dirigeants camerounais dans leur maison ont des chiens. Ils ont des caméras chez eux. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger eux. Ils ont des chiens, ils ont des caméras. Mais ces gens-là ont la possibilité, depuis 60 ans, de développer ne serait-ce que comment on peut fabriquer une arme de chasse. Ils sont incapables de penser pour la protection nationale. Je vous ai dit ici que les Américains, dans leur constitution, tout Américain doit avoir une arme. Et en dehors des armes que les Américains ont, ils ont des armes de protection. Le Patriot, anti-radar. Ils ont des bombes atomiques. Ils ont des bombes bactériologiques, scientifiques. Ils ont même la possibilité de créer des cybercriminalités. Ils peuvent créer tout ça pour se protéger, parfois même pour attaquer. Nous avons quoi? Tu achètes le chien, tu mets chez toi à la maison. Les autres peuvent mourir. Si nous ne sommes pas capables d'acheter des râteaux pour nettoyer Yaoundé. Et dans Yaoundé, nous roulons avec des Rolls Royce. Trump sait ça. Il sait que nous avons des militaires. La plupart des PD au Cameroun sont des militaires camerounais. Sont des hommes en tenue. La plupart des femmes infidèles sont des fonctionnaires de notre pays, commençant par l'armée. L'armée la plus brouillonne, c'est l'armée du Cameroun. Alors que la plus formée, mais la plus mal organisée. Parce qu'on l'a enlevé tout ce qui peut permettre à cette armée de travailler. Quand vous pouvez vous lever un matin, vous décidez de faire des nominations des généraux. Parce que l'une des armes du militaire, c'est le moral. Si le moral est désactivé, comment veux-tu que le militaire aille combattre? Vous vous levez un matin, vous nommez des généraux. Vous prenez un gars comme Ngolo Ngomba. Vous faites de lui général. Son patron, qui était là, même secrétaire que lui, il est toujours colonel, mais pour le récompenser, va attacher militaire quelque part dans un pays, là-bas en Chine, quelque part là-bas. Est-ce que vous croyez que cet acte-là va activer le moral des militaires? Jamais, n'est-ce pas? Mais quand on va vous le dire, vous le président, vous allez dire qu'on ne vous aime pas. On vous dit la vérité. Que l'armée camerounaise est devenue l'armée des PD. L'armée des sodomifiants. Ce n'est plus une armée d'expertise, de la connaissance. Ce n'est pas une armée professionnelle qu'avait toujours voulu Paul Biya de tous ses voeux. Non. Quand vous faites des nominations comme ça, est-ce que vous pensez aux soldats? Est-ce que vous savez que s'il y a quelque chose, ce sont ces soldats-là qui sont au front? Leur première arme, c'est le moral. Et le moral du militaire, c'est quoi? Son avancement, ses frais de mission, son regroupement familial, ses avantages, sa santé.
les motivations, sa ration alimentaire, son équipement. Le soldat camerounais a-t-il tout ça? Non. Les individus au Cameroun, militaires, sont plus riches que l'armée. Oui, monsieur. Des colonels sont devenus des hommes d'affaires. Jackson Kamgen partage, fait des prêts d'argent à des personnalités. Jackson Kamgen. Un militaire n'est pas appelé à devenir riche. Mais dans notre pays, l'armée camerounaise a plus de milliardaires que chez les civils. Les femmes de militaires gagnent beaucoup d'argent en faisant des marchés. Est-ce que c'est moi qui vous le dis? Pourquoi le ministre de la Défense est-il en prison? Avec son épouse. Est-ce que les autres ont appris quelque chose? Non, ils n'apprennent pas. Ils ne peuvent pas apprendre. Parce que c'est comme ça dans leur logique. Ça s'appelle le manque de patriotisme et de professionnalisme. Ça s'accompagne avec la trahison au bout de la ligne. Ça va arriver demain. On vous posera des questions. Avez-vous écouté les jeunes Camerounais? Qu'est-ce qui nous manque pour être une armée forte? Qu'est-ce qui nous manque pour être un peuple fort? Il ne nous manque rien. Mais les hommes et les femmes qui gèrent la République ont pactisé avec des esprits maléfiques. Ils n'ont pas pensé la République. Ils ont pensé construire une maison à leur fils. Ils ont pensé construire une maison à leur femme. Ils ont pensé construire une maison à leurs copines. Ils ont pensé que les enfants peuvent aller en vacances aux États-Unis, en Allemagne, aller faire le tourisme en France. Ils ont pensé qu'ils doivent avoir des comptes bourrés. Ils n'ont pas pensé que si nous sommes attaqués, comment faut-il se défendre? Avec quels moyens faut-il se défendre? 60 ans plus tard, nous ne sommes pas capables de créer un pétard. 60 ans. 60 ans plus tard, nous ne sommes pas capables de créer un pétard, une bûchette d'allumettes. Nous ne sommes pas capables de transformer le coton. Nous ne sommes pas capables de fournir du papier. 60 ans plus tard, il faut aller vous dire que le patron du billet, c'est un Libanais. Et on est content de nous le dire. Les Camerounais, chers compatriotes, je sais ce que vous représentez. J'ai un amour infini pour vous. Et je sais ce que vous êtes. Et je sais aussi que c'est un petit groupe. Quand je parle ici, je m'adresse à ce groupe-là. Je sais ce que toi, le lieutenant qui n'a pas voulu donner les fesses, tu représentes au génie militaire, au BBR, à la 2e région militaire, à la 1e région, à la 3e région, à la 4e. Je connais ce que tu représentes. Et tu es mis au garage pour ça. Sergent-chef, capitaine, adjudant. Je sais ce que vous représentez des soldats. Je sais que vous êtes des valeureux garçons. Des jeunes comme les Atomfac. Je sais ce que vous représentez. Malheureusement, un gars comme Atomfac, on a réduit Atomfac à venir compter des morts et à venir justifier la bêtise. Nous savons ce que vaut Atomfac. Le voilà au milieu des bêtises. On prend un bas militaire, on dépose là, on dit, va annoncer de mauvaises nouvelles. Alors que cette armée-là, toute l'armée, est gouvernée et gérée par des bêtises Benanga. On va prendre Atomfac, non, on va raconter des mensonges tout le temps. On te prend, on te dépose là. Demain matin, on va dire que c'est Atomfac qui était venu raconter des histoires. Gabour nous parle. Vous avez signé, j'ai la lettre là ici. Nous allons œuvrer pour que Donald Trump ait tous ces documents. Mais je ne suis pas convaincu que c'est Donald Trump qui fera justice à notre place. Nous allons nous battre pour que les Camerounais connaissent la justice un jour. Les enfants de Gabour ne vont pas mourir pour rien. Ne mourront pas pour rien. Même là où ils se trouvent calcinés, ils auront justice. Je vous avais dit depuis très longtemps, soyez des archivistes. Moi, j'en suis un. Je collecte, j'enregistre, je garde. Je me suis inspiré des Juifs. Depuis Adolf Hitler, les Juifs n'ont pas cessé de combattre pour l'intérêt de leur peuple. Et continuent de chercher. S'il y en a ceux qui sont encore vivants, même si tu as 120 ans, ils vont te chercher. Tu vas répondre devant la justice. Et c'est ce que je fais tous les jours. Et je veux remercier toutes celles et ceux, de près ou de loin, qui nous accompagnent dans cette mission. Intellectuellement, idéologiquement, matériellement, financièrement et même spirituellement. Vous nous accompagnez. J'ai vos correspondances, j'ai tout ce que vous nous envoyez et nous essayons de garder ça un peu partout parce que demain, il y aura justice. Les jumelles et Pagna ne vont jamais mourir pour rien. Martinez connaîtra la justice. Matisse connaîtra la justice. Merveille, la fille qui a été tout récemment tuée, là, Yaoundé,
connaîtra la justice un jour. Merveille, le petit garçon qui a été tué, assassiné à 24 ans dans la maison de Ngongo Ferdinand, connaîtra la justice. Jean-Luc Benga, tué par son collègue Mbia, sous l'ordre de la femme de Ngongo et de Ferdinand Ngongo, connaîtra la justice. Tous ces enfants que je cite là sont victimes de manque de patriotisme. Un Camerounais ne doit pas tuer un autre Camerounais. Jamais. Un Camerounais ne doit pas ôter la vie à un autre Camerounais. Un être humain ne doit pas ôter la vie à un être humain. Même un militaire n'est pas autorisé à tuer. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Oui. La première mission d'un militaire n'est pas de tuer, et de se défendre. Le militaire tire en légitime défense. Voilà comment ça se passe. La première mission d'un militaire n'est pas de tuer, et de se défendre et de protéger. Le militaire riposte en légitime défense. Parce que si tu tues une personne, tu tues une source d'information qui parle. Donc il faut attraper la personne vivante pour que cette personne parle. Donc nous n'avons pas pour vocation de tuer. Le militaire tue pour se défendre. Alors toutes celles de ceux qui ont tué le nôtre paieront un jour et justice sera faite. J'ai voulu ici, à travers cette capsule, échanger avec vous pour vous expliquer ce que je pense. Ai-je raison? Je ne cherche pas à avoir raison, mais je vous explique ma pensée personnelle, ce que je pense, mon interprétation et ma vision. Maintenant, si toi aussi, tu as quelque chose à dire, tu nous diras, tu nous feras une petite capsule ou sur ta page ou tu nous envoies ça. On va publier, on partagera ton avis, toi aussi. Parce que la parole ici, ma parole n'est pas la parole de Dieu, mais c'est ma parole à moi. Ce sont mes convictions que j'exprime. Est-ce que je dis la vérité? Je n'attends pas que tu me dises que je dis la vérité. C'est d'abord ma vérité. C'est d'abord mon vécu. J'explique ma pensée idéologique, ma pensée vécue, la vérité de mon environnement immédiat, ce que j'ai appelé l'apprentissage par observation. Je regarde, j'analyse et je parle. Est-ce que je serai d'accord avec vous tous? Non, mais je veux d'abord être d'accord avec moi-même. J'ai dit. Je suis d'abord d'accord avec le moi, qui est moi. J'ai fini de ruminer dans ma tête, j'ai fini de penser, j'ai fini de réfléchir, d'analyser. Je parle, je dépose à table. Toi qui vas consommer, ça va te plaire, ça ne va pas te plaire. La sauce ne sera pas assez salée ou moins salée. Tu fais ce que tu veux, mais j'ai servi. Moi, au moins, j'ai dit. Et j'ai fait. J'ai parlé. Donc, le dire ici, mes chers compatriotes, c'est partager avec vous ce qui se passe dans notre société et prendre nos responsabilités. Nous sommes la meilleure armée au monde, mais qui a été trahie depuis 60 ans par Semengue. Quand on vous parle de trahison, vous vous oubliez très vite. Chaque fois que je vous parle ici, je vous parle toujours avec des références. Notre armée a été trahie par Semengue. La barbarie de certains occidentaux voulait que les gens là viennent couper les têtes des nôtres. Et ils ont donné la mission quand ils sont partis à Semengue. Semengue vous l'a très bien expliqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour tuer les nôtres? Pierre Semengue. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Bien, vous voyez donc ce que j'appelle la trahison. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris que moi, je sois sur la liste de ces gens-là
pour également couper ma tête. C'est pour ça que vous voyez que d'autres sont en prison. Les Camerounais qui sont en prison pourquoi? Ont-ils tué quelqu'un? Non. Ils ont tout simplement parlé. Et c'est ce que l'autre là est en train de dire. Semengue. Parce que les autres qui disaient qu'ils étaient trop forts, c'est pour ça qu'ils ont coupé leur tête. C'est ça le manque de patriotisme. C'est ça la trahison. Brenda est victime de la trahison. Il faut vendre l'enfant dans les sectes pour croire qu'on peut être là éternellement. On a vendu Brenda. Il faut détruire la carrière de Bruno Bidjan pour considérer qu'on a rendu un service à la nation. Sacrifier des jeunes comme ça. Lui faire comprendre qu'on peut te donner l'argent, tu peux construire une maison. Mais comment? Tu construis la maison, tu fais exactement comme Amugo Belinga. Tu fais venir des gens. Non, mais tu montres aussi que tu es là. C'est quand tu as construit la maison, on conçoit que tu as réussi dans la vie. C'est faux. Construire une maison ne veut pas dire que tu as réussi dans la vie. Il faut toujours te poser la bonne question. Comment as-tu fait pour construire ta maison? C'est dans le comment que tu payes. Et c'est dans le comment que tu t'élèves. C'est dans le comment là que tu réussis. C'est dans le comment là quand tu tues. C'est dans le comment là que tu chutes. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. N'enviez personne. À l'époque, on pouvait envier le ministre de la Défense. Quand tu regardais les Mebongoro comme ça, tu disais voilà, ce garçon là. Mais là, il y a l'homme là-dedans. Il est en prison. Allez régler les chefs d'accusation. Tu pouvais regarder sa femme, tu allais l'envier. À ce moment, tu dis, mais vraiment, la femme de Alele Mbengoro, elle roule avec telle voiture, elle porte telle chaussure, elle a tel sac à main, elle a fait ci, elle a fait ça. Et voilà en prison. Même titre que Amugo Belinga. Comment sont-ils devenus riches? Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Ont-ils pactisé avec X ou Z? Ont-ils